L'écrivaine Colette a dit il faut, avec les mots de tout le monde, écrire comme personne. C'est une formule magnifique, mais honnêtement, à l'ère numérique, comment on fait dans cet océan de contenu où une intelligence artificielle peut te pondre un texte en 3 secondes, comment de simples mots peuvent encore percer le bruit, capter l'attention et surtout convaincre quelqu'un de sortir sa carte de crédit? C'est la question à 1 million de dollars, littéralement, et c'est vraiment le cœur de notre discussion aujourd'hui. En s'appuyant sur ces sources qui traitent du copywriting, l'approche est fascinante parce qu'elle ne présente pas ça comme un don littéraire, un truc inné, mais plutôt comme une compétence stratégique qui en fait s'apprend. C'est un mélange de psychologie, de structure, de persuasion. C'est vraiment pensé pour quiconque a quelque chose à vendre, un produit, une idée, un service, et qui se sent un peu perdu, quoi. C'est ça qui m'intrigue. Est-ce que cet art de vendre avec les mots, ça peut vraiment s'apprendre comme on apprendrait, je sais pas, à cuisiner ou à coder, hein? Et surtout, cette fameuse IA qui débarque partout, est-ce que c'est la fin du métier ou au contraire un allié un peu inattendu? C'est ce qu'on va essayer de démêler. Alors, pour commencer, les sources posent une définition très simple du copywriting. L'art de vendre avec les mots. Mais on sent tout de suite que c'est bien plus que de la simple rédaction publicitaire. On parle de sciences comportementales, d'influence. Absolument, la nuance est cruciale. Il ne s'agit pas de trouver de jolies phrases, mais de construire un raisonnement qui amène le lecteur d'un point A, où il est sceptique, à un point B, où il est convaincu. Et le contexte actuel rend cette compétence encore plus essentielle. Les sources parlent du séisme provoqué par ChatGPT. Beaucoup ont cru que c'était la fin des rédacteurs. Ah bah oui, c'est ce que beaucoup de gens ont pensé. Une machine qui écrit mieux et plus vite que 99% des humains, ça a de quoi faire peur. Et pourtant, l'argument ici est à contre-courant. Il est que l'IA, paradoxalement, rend l'expertise humaine plus précieuse que jamais. Ah oui, l'IA est un excellent exécutant. Elle peut assembler des mots, imiter des styles, générer des idées, mais elle ne comprend pas la psychologie fine d'un client. Elle ne ressent pas ses doutes, ses espoirs secrets, ses frustrations. Du coup, le rôle de l'humain change. Il n'est plus seulement l'artisan des mots, il devient l'architecte de la stratégie. C'est lui qui doit poser les bonnes questions à la machine. Donc, la compétence clé n'est plus tant de savoir écrire, mais de savoir penser comme un copywriter. Il y a une phrase dans les notes qui m'a fait sourire, mais qui est tellement vraie, surtout pour les créateurs de contenu. « Vos likes ne payent pas mes Nike ». Ça résume tout, en fait. On peut avoir une audience, de l'attention, mais si ça ne se transforme pas en action, en vente, le modèle n'est pas viable. C'est exactement le nœud du problème. Transformer l'attention en intention, puis en action. L'objectif de cette technique, c'est de fournir des outils pour construire ce pont. D'accord, donc si l'humain doit être le stratège, ça veut dire qu'il doit comprendre en profondeur la psychologie de l'acheteur. Dans les sources, il y a cette idée forte, un peu contre-intuitive au premier abord. L'être humain serait bien plus motivé par la peur de perdre quelque chose que par le désir d'en gagner une nouvelle. C'est vraiment si puissant que ça. C'est un des piliers de l'économie comportementale. On appelle ça l'aversion à la perte. Et oui, c'est extraordinairement puissant. La douleur de perdre 100 € est psychologiquement bien plus intense que le plaisir d'en gagner 100. Et les sources traduisent ça de manière très imagée pour le copywriting. Une bonne page de vente doit d'abord remuer le couteau dans la plaie. Attendez, ça sonne un peu agressif, non ? Remuer le couteau dans la plaie ? Est-ce qu'on ne risque pas de faire fuir le client en étant trop négatif ou en ayant l'air de vouloir le manipuler ? Frustration que le client ressent déjà. C'est une question d'empathie en fait. Si vous vendez une solution contre l'insomnie, vous n'allez pas dire « l'insomnie, c'est sympa ». Vous allez parler des nuits à regarder le plafond, de la fatigue le lendemain, de l'irritabilité. Vous montrez au lecteur que vous comprenez précisément son problème. Et c'est en validant sa douleur qu'on gagne sa confiance. La solution n'arrive qu'après, comme un soulagement évident. Ah oui, je vois. On ne vend pas un matelas, on vend la fin des nuits agitées et le plaisir de se réveiller en pleine forme. Ça me fait penser à un autre concept des sources qui m'a vraiment marqué. L'idée des jobs to be done, les tâches à accomplir. L'exemple de la perceuse est génial. On n'achète pas une perceuse, on l'embauche pour faire un trou dans un mur. Ça change complètement la perspective. Ça change tout, parce que ça oblige à se concentrer sur le résultat final pour le client, pas sur les caractéristiques du produit. Personne ne se lève le matin en se disant « Ah, je rêve d'une perceuse avec un moteur de 800 watts et une vitesse de rotation de 3000 tours minute. » Non. La personne se dit « Je veux accrocher ce portrait de famille qui est dans le placard depuis 6 mois. » Le job to be done, c'est ça. C'est d'avoir ce souvenir accroché au mur. La perceuse n'est qu'un moyen.
Mais comment ça s'applique à quelque chose de moins tangible, comme un service de coaching par exemple? On ne vend pas un trou dans un mur. C'est la même logique. Personne n'achète du coaching. On embauche un coach pour accomplir une tâche. M'aider à prendre la parole en public sans trembler. Me donner la confiance pour demander une augmentation. M'aider à sauver mon couple. Exactement. Le coach est l'outil, mais le vrai produit, c'est la transformation. D'ailleurs, les sources listent une dizaine de désirs humains fondamentaux. Gagner de l'argent, économiser du temps, être en meilleure santé, obtenir la validation sociale. Une bonne offre se connecte toujours à un ou plusieurs de ces désirs profonds. D'accord. La psychologie, c'est le pourquoi, le moteur, c'est clair. Mais une fois qu'on a compris ça, comment on le met en musique? Comment on organise ces idées sur une page pour que ça ait un impact? J'imagine qu'il y a des recettes pour ça, des structures. Oui, et c'est sans doute la partie la plus rassurante pour quelqu'un qui débute. L'angoisse de la page blanche est paralysante. Ces structures sont comme des plans d'architecte pour un message persuasif. On n'a plus qu'à remplir les cases, mais avec notre propre contenu, notre propre histoire. Les sources en présentent plusieurs, des plus simples aux plus complexes. La plus connue, c'est AIDA, je crois. Attention, intérêt, désir, action. Exactement, c'est la structure de base, la reine-mère. Mais il y en a une autre encore plus directe et peut-être plus efficace pour commencer, qui est mentionnée, la structure PAS, problème, agité, solution. C'est d'une simplicité redoutable. Prenons un exemple concret. Imaginons qu'on vende un logiciel de comptabilité pour freelance. Comment on appliquerait PADSA? Parfait. Le problème? La phobie administrative vous empêche de vous concentrer sur votre vrai métier. On énonce une vérité que tous les freelances connaissent. Ensuite, on passe à agiter. Vous passez des heures sur vos factures, vous stressez à l'approche des déclarations de TVA, vous avez toujours peur d'oublier quelque chose, de faire une erreur qui pourrait vous coûter cher. On appuie là où ça fait mal, on rappelle les conséquences concrètes et émotionnelles du problème. Et c'est seulement là qu'on arrive avec la solution. Seulement là, quand la tension est présente, on présente la solution. Découvrez, nom du logiciel, l'outil qui automatise 90% de votre compta en 3 clics. Libérez votre esprit et retrouvez le temps de faire ce que vous aimez vraiment. Le soulagement est presque palpable. Aussi, cette fameuse superstructure en 17 blocs, ça m'a l'air d'être l'arme nucléaire du copywriting. C'est pas un peu trop complexe, hein? Ça peut paraître intimidant, c'est vrai. Mais il faut le voir comme une checklist complète pour ne rien oublier. Ce n'est pas une formule rigide à appliquer bêtement, mais une séquence logique. On retrouve le pass au début, le titre qui accroche, la promesse, le rappel de la douleur. Mais ensuite, ça va beaucoup plus loin en construisant la confiance étape par étape. Et quels sont les blocs les plus importants ou les plus surprenants dans cette structure au-delà du début? Il y en a plusieurs. Par exemple, le bloc 4, c'est le storytelling. Raconter une histoire, la sienne ou celle d'un client pour créer une connexion émotionnelle de l'identification. Un autre, plus loin, c'est le bloc 7, présenter le guide. C'est là que vous expliquez pourquoi vous êtes légitime pour proposer cette solution. Les gens n'achètent pas seulement un produit, ils achètent aussi la confiance qu'ils ont en la personne qu'ils vendent. Ah oui, c'est juste ça. Et un de mes préférés, c'est le bloc 11, renverser les objections. Au lieu d'attendre que le client se dise « oui, mais c'est trop cher » ou « je n'ai pas le temps », vous anticipez ses doutes et vous y répondez directement dans votre texte. C'est une preuve de confiance énorme. On transforme les points faibles potentiels en force, hein. Et tout ça est soutenu par ce que les sources appellent la preuve sociale, j'imagine, hein. Les témoignages, les logos de clients. C'est le carburant du réacteur. Le principe est simple. Show, don't tell. Ne dites pas que votre formation est géniale, montrez des témoignages vidéo de participants ravis. Ne dites pas que votre application fait gagner du temps, montrez une capture d'écran avant-après. Il faut rendre le succès des autres tangible et désirable. L'être humain est un animal social. On a tendance à faire confiance à ce que les autres qui nous ressemblent ont déjà testé et approuvé. Tout ça est fascinant, mais pour quelqu'un qui nous écoute et qui doit écrire un email important ou un post sur les réseaux sociaux demain, par où commencer? Quelles sont les pépites, les conseils qu'on peut appliquer immédiatement? Le premier, et peut-être le plus important, c'est la simplicité. Les sources insistent beaucoup sur le principe KISS, Keep it simple, stupid. Qu'on pourrait traduire par fait simple, idiot. C'est ça. C'est un rappel un peu brutal, mais nécessaire. On a souvent tendance à vouloir impressionner avec un vocabulaire soutenu, des phrases complexes. C'est une erreur. Un message clair, écrit avec des mots que tout le monde comprend, sera toujours plus efficace. Le but n'est pas de gagner un prix littéraire, c'est d'être compris. Et d'utiliser le pronom « vous », j'ai noté ça aussi. C'est tout bête, mais ça change la dynamique.
Radicalement. En écrivant « vous », même si on s'adresse à des milliers de personnes, chaque lecteur a l'impression qu'on lui parle personnellement. On crée une conversation, pas un discours. C'est la différence entre une lettre personnelle et une circulaire administrative. Et l'IA dans tout ça, comment on l'intègre concrètement dans ce processus? Les sources donnent des exemples de prompts, ces instructions qu'on lui donne. Oui, et c'est là qu'on voit que l'IA n'est pas un ennemi, mais un partenaire de travail, un sparring partner créatif. Le guide ne dit pas de demander à l'IA « écris-moi une page de vente ». Ça, c'est la mauvaise approche. Il suggère des prompts beaucoup plus malins, par exemple « agis comme un coach en copywriting et pose-moi 10 questions pour m'aider à clarifier mon offre et mon client idéal ». L'IA ne fait pas le travail à votre place. Elle vous aide à mieux faire le vôtre. Elle vous force à structurer votre pensée. J'ai essayé un truc du genre, pour m'abuser, donne-moi 5 angles marketing pour vendre un stage de méditation à des traders surstressés. Les réponses étaient bluffantes de justesse psychologique. Ça parlait de gagner un avantage compétitif grâce à un esprit plus clair, de prendre de meilleures décisions sous pression. Ça montre bien que c'est un excellent outil pour débloquer la créativité. Exactement. Ou vous pouvez lui donner un paragraphe que vous avez écrit et lui demander « reformule cette phrase pour qu'elle soit plus courte et percutante » ou « trouve 3 métaphores pour illustrer ce concept ». L'humain reste le pilote, mais il a un copilote surpuissant. Il y a aussi une stratégie plus avancée qui est mentionnée, la page de vente horizontale. L'idée m'a beaucoup plu. C'est une technique très puissante, notamment pour les lancements. Au lieu de mettre tous vos arguments dans une seule et souvent très longue page de vente, vous distillez les blocs de la superstructure dans une série d'emails sur plusieurs jours. Ah oui, Jour 1, vous parlez du problème et vous annoncez qu'une solution arrive. Jour 2, vous racontez votre histoire. Jour 3, vous partagez des témoignages. Vous faites monter la tension et le désir, un peu comme la bande-annonce d'un film. Au moment où vous ouvrez les ventes, l'audience est déjà convaincue et n'attend plus que le lien pour acheter. en faisant le bilan de tout ça, on comprend que le copywriting, tel qu'il est présenté dans ses sources, ce n'est vraiment pas un métier de niche pour publicitaires. C'est une compétence de maître pour notre époque, une sorte de carrefour entre la psychologie, la vente et la créativité structurée. C'est tout à fait ça. L'approche est de démystifier la persuasion, de la rendre accessible non pas par magie, mais par des principes et des structures claires. Le message de fond, c'est que même si la technologie, les algorithmes, les plateformes changent à une vitesse folle, la nature humaine, elle, reste remarquablement constante. Comprendre ses ressorts profonds, ses peurs, ses désirs, ses biais cognitifs, c'est la clé qui ouvrira toujours les portes de la communication efficace. En explorant tout ça, une dernière réflexion me vient. On a vu à quel point ces techniques psychologiques sont puissantes et comment l'IA peut encore démultiplier leur portée. Ça nous place en tant que créateurs, entrepreneurs ou simples communicants face à une vraie responsabilité. La question qu'on peut peut-être laisser à l'auditeur pour qu'il y réfléchisse, c'est où est-ce que chacun de nous place le curseur entre une persuasion éthique qui aide sincèrement un client à résoudre un problème et une manipulation qui exploite ses faiblesses pour vendre à tout prix.